Bonjour, bonjour. Alors le cours d'aujourd'hui va porter sur les synapses et la jonction neuromusculaire. Alors c'est quoi à la base une synapse? Une synapse c'est un moyen de relier un neurone et un autre neurone, ou alors un neurone et une cellule effectrice. Alors notre cerveau en est plein des synapses, on en a besoin pour notre mémoire, pour pouvoir agir, pour pouvoir bouger. Je dirais qu'il y a environ 100 fois plus de synapses que de neurones, tout ça pour bien coordonner nos activités quotidiennes. Alors si on reprend la définition classique, la définition du cours pour les synapses, alors la synapse est la zone de contact intercellulaire où s'effectue le transfert d'informations. Les informations, c'est quoi? Eh bien, c'est soit un stimulus, soit une décision de faire quelque chose, quand c'est au niveau du cerveau. C'est peut-être pour dire à un muscle de bouger, quand c'est au niveau de la plaque motrice, etc. Le complexe synaptique est formé de trois parties. On a ici un schéma d'une synapse classique. On a la partie présynaptique qui constitue toujours un neurone. La partie postsynaptique, la deuxième flèche, eh bien ça peut être soit un neurone, soit une glande, soit un muscle, ça dépendra. Dans le cas d'un neurone, on dira que la transmission est neuronale. Dans le cas où c'est un muscle ou une glande, on dira que la transmission est neuroeffectrice. Donc la cellule sera dite effectrice. Entre ces deux, on aura l'espace synaptique. Cet espace synaptique ou cette fente synaptique va servir de support de diffusion du neurotransmetteur. Les neurotransmetteurs, ce sont les petites molécules, des médiateurs qui vont permettre le passage de l'information de la cellule présynaptique ou du neurone présynaptique à la cellule postsynaptique. Alors ici, on va essayer de classifier les synapses. Alors pour les classifier, on a plusieurs modes de classification. D'abord, selon le mode de fonctionnement. Alors nous avons deux types de synapses. La synapse chimique et la synapse électrique. Alors qu'est-ce qu'on disait un petit peu au lycée? On disait que la synapse va permettre de faire passer, disons, l'information d'un état électrique, un état chimique vers un état électrique. Alors c'est pas tout à fait le cas vu qu'on a ici quelques synapses de type électrique qui sont présentes notamment au niveau du myocarde ou du système nerveux central, on verra ça tout à l'heure. Nous avons des synapses électriques, donc sans changement de mode de fonctionnement, de mode de transmission de l'information. On peut avoir aussi des synapses chimiques, les synapses classiques, qui ont recours à un neuromédiateur. Nous avons aussi une classification selon la nature de l'élément postsynaptique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle peut être soit neuronale, soit neuroeffectrice. Nous avons aussi selon l'effet sur la membrane, alors oui, toutes les synapses ne vont pas permettre de faire passer l'information, donc il y en aura bien qui seront excitatrices, mais il y en aura d'autres qui seront inhibitrices, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas laisser passer l'information vers la cellule postsynaptique. Sinon, on a selon le neuromédiateur, donc là la classification est très large, hein. On a comme ceux qui utilisent l'acétylcholine seront dits synapses cholinergiques, ceux qui utilisent le GABA seront dits synapses GABAergiques, ceux qui utilisent le glutamate seront dits glutamatergiques, etc., etc. Du coup, on a beaucoup de neurotransmetteurs différents qui auront chacun un rôle et chacun, chaque neurotransmetteur sera retrouvé dans une partie différente du système nerveux. Par exemple, au niveau du système nerveux central, on aura beaucoup plus tendance à retrouver de la glycine, du glutamate, etc. Au niveau du système nerveux périphérique, ce sera beaucoup plus le GABA et l'acétylcholine. Alors, les synapses électriques, leur support c'est quoi? C'est les jonctions GAP. Les jonctions GAP, c'est quoi? Ce sont de petits trous entre les cellules, qu'on a fait en cytologie d'ailleurs, ce sont des modes de transmission intercellulaire, et ils vont faire quoi? Ils vont laisser passer certaines molécules. Alors ces molécules peuvent être soit nutritives, soit ioniques. Ce qui nous intéresse ici, c'est les ions. Alors, disons qu'une cellule pourra envoyer des ions vers la cellule adjacente pour pouvoir lui dire de se dépolariser sans avoir besoin de neurotransmetteurs. C'est ça exactement le principe de la synapse électrique. Alors maintenant, on a dit que les synapses électriques avaient des caractéristiques. Qu'est-ce qu'on a? On a des caractéristiques morphologiques et des caractéristiques fonctionnelles. Alors la caractéristique morphologique, c'est-à-dire qu'ils font appel aux jonctions GAP. Alors les jonctions GAP, c'est quoi? Je disais que c'était des canaux intercellulaires formés d'une paire de connexions, et les connexions sont des hexamères
de connexine. Alors en fait c'est quoi? Je vais revenir à la planche d'avant. Comme vous voyez sur le schéma de droite, on voit que chaque cellule possède un hémicanal. Cet hémicanal, c'est ce qu'on appelle un connexon. Et ce connexon sera formé de 6 sous-unités, de 6 monomères. Et ces monomères sont identiques. Donc c'est un homo-hexamère. Voilà. Chaque petit monomère s'appelle connexine. Alors quand on va mettre côte à côte le connexon d'une cellule et le connexon de la cellule adjacente, on obtient la fameuse jonction gap. On revient aux caractéristiques. On disait que c'était des canaux formés d'hexamères, enfin d'une paire d'hexamères de connexine. Pour les caractéristiques fonctionnelles, qu'est-ce qu'on a? On a que la synapse électrique possède une transmission directe. Transmission directe, c'est-à-dire que l'influx nerveux sera transmis directement de la cellule présynaptique à la cellule postsynaptique. On n'a pas besoin de médiateur. Et c'est ça toute la différence et tout l'intérêt de la synapse électrique qui va être, qui va permettre une transmission quasi instantanée de l'information. C'est d'ailleurs la seconde caractéristique, c'est que la transmission est rapide. On n'a pas besoin d'attendre que le neuromédiateur soit synthétisé, qu'il soit prêt à être libéré, qu'il diffuse, qu'il se mette sur son récepteur, etc. On n'a pas besoin de tout ça. L'influx passe directement du neurone pré au neurone post. Après, on a la bidirectionnalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entre autres que l'influx nerveux peut passer de la cellule A à la cellule B ou de la cellule B à la cellule A. La gap junction n'aura pas de sens privilégié de transmission de l'information. C'est ce qui est bien par exemple au niveau du cœur. Bon, c'est un mauvais exemple, ou peut-être pas en fait. Du côté du cœur, on a besoin que tous les myocytes du myocarde se contractent en même temps pour pouvoir assurer une bonne fraction d'éjection. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a par exemple, il faut savoir que les myocytes, que les cellules musculaires du myocarde sont souvent bifides, c'est-à-dire qu'elles auront des branches. Alors disons qu'une cellule A, qu'un myocyte A va envoyer son signal vers le myocyte B, le myocyte B va pouvoir envoyer son signal au myocyte A si c'est lui qui a été stimulé avant le myocyte A. Voilà un petit peu le délire. On dit que la transmission se fait souvent avec atténuation. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, disons que au niveau de la cellule présynaptique, on a eu 40 milliéquivalents de sodium, disons sodium, qui ont pénétré la cellule pour pouvoir la dépolariser. Alors ce qui se passe, c'est que la jonction gap ne va pas laisser passer les 40 milliéquivalents. Il y aura toujours quelques ions sodium, une dizaine de milliéquivalents par exemple, qui seront séquestrés dans la cellule A. Donc toute l'information ne va pas passer vers la cellule B. Il y aura une atténuation de l'information nerveuse. On passe à l'importance fonctionnelle d'une synapse électrique. Alors, l'importance capitale des synapses électriques, c'est la synchronisation des neurones du système nerveux central. Alors, il y a certaines parties du cerveau qui doivent travailler en symbiose, elles doivent travailler de manière synergique. Et c'est grâce aux synapses électriques que tout cela se passe. Alors maintenant, on peut les utiliser par exemple, cette synchronisation peut être utilisée dans le cas de l'éveil et de l'attention. Alors l'éveil et l'attention sont deux principes physiologiques fondamentaux qu'on va étudier au troisième trimestre, ce n'est pas très important pour le moment, mais du coup, pour pouvoir éveiller tout notre cerveau, ce qu'on appelle l'éveil cortical, on aura besoin de synchroniser on aura besoin de synchroniser tous les neurones du cortex, pas tous, mais une bonne partie, disons. On aura besoin de les synchroniser pour lui dire, cerveau, il est temps de se réveiller. Alors maintenant, on aura besoin aussi pour la perception consciente. Alors, il y a certaines parties du cerveau, évidemment, qui sont spécialisées dans la conscience, et ces parties du cerveau également sont pour la plupart synchronisées. Alors, imaginons que
beaucoup trop de neurones sont synchronisés entre eux. C'est ce qu'on appelle une hypersynchronisation. Alors ça, c'est la cause fondamentale de l'épilepsie. Alors il y a différents types d'épilepsie. Hein. On peut avoir une épilepsie de type, c'est-à-dire des états de mal, petit mal ou grand mal. Ça ne se voit qu'à l'EEG. Cliniquement, on aura un patient qui aura des absences, soit qu'elles soient psychiques ou qu'elles soient conscientes, c'est-à-dire des absences de conscience. Hein. Et parfois, on aura des crises beaucoup plus vigoureuses. C'est ce qu'on appelle les états de convulsion tonico-clonique. C'est ça ce qu'on voit à la télévision souvent, des gens qui sont par terre en train de convulser, etc. Ça, c'est une crise d'épilepsie vraiment très avancée, un état très très avancé. Alors, se souvenir qu'une hypersynchronisation des neurones du système nerveux central peut causer une épilepsie. Quand je dis neurones du système nerveux central, je parle plutôt du cerveau plutôt que de la moelle. On continue avec les synapses électriques, on va parler des jonctions GAP. Alors les jonctions GAP, ce sont des canaux intercellulaires qui sont perméables à certains types de molécules. Quand on dit certains types de molécules, je pense aux ions évidemment, des ions calcium au niveau du cœur, des ions sodium au niveau du système nerveux, etc. Et je pense aussi à des molécules à effet métabolique, comme par exemple l'AMP cyclique, qui est un puissant messager intracellulaire qu'on verra je crois en biochimie, et que vous avez vu d'ailleurs en cyto pour les protéines G. Et les jonctions GAP peuvent rester ouvertes jusqu'à quelques minutes. Vous savez que lors d'une transmission synaptique grâce à une synapse chimique, lorsque l'acétylcholine va se poser sur son récepteur, eh bien le récepteur ne va rester ouvert que quelques millisecondes. Alors là, les jonctions GAP restent ouvertes jusqu'à quelques minutes. C'est une de leurs propriétés. Elles ont une fonction de transfert et de nutrition. Alors le transfert, c'est ce qu'on a dit, c'est le passage d'ions ou de molécules, et la nutrition, c'est le passage de certaines molécules nutritives. Alors ces molécules nutritives, il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent passer les jonctions GAP, mais on en aura surtout besoin pour faire passer par exemple des nutriments vers une zone qui n'est pas en contact avec le chorion sous-jacent, le tissu conjonctif sous-jacent. Vous avez vu au niveau de l'épiderme, c'est un épithélium pavimenteux stratifié, kératinisé, etc. Comme il est stratifié, les cellules du haut n'auront pas accès à la nutrition par la lame basale et par le chorion, alors les cellules du bas vont transmettre les nutriments vers les cellules du haut. Et ça se fait grâce aux jonctions GAP notamment. Alors, les jonctions GAP sont contrôlées par plusieurs facteurs. On a évidemment le potentiel de membrane pour faire passer l'influx nerveux, c'est ce qui nous intéresse. On a également le pH, car oui, l'acidité d'une cellule va peut-être engendrer l'ouverture d'une jonction GAP pour pouvoir un petit peu échanger des ions H+, et H3O+, pour pouvoir atteindre un certain équilibre acido-basique entre les cellules. On a également la concentration de calcium intracellulaire. Alors ça concerne surtout les myocytes. Alors lorsque le calcium atteint un certain degré, une certaine concentration, il va engendrer l'ouverture de la jonction GAP pour pouvoir faire passer l'information de contraction vers le myocyte adjacent. Les connexines sont codées par plusieurs gènes. Alors oui, les connexines sont codées par plusieurs gènes. On a d'abord le gène de la connexine 32 et le gène de la connexine 26. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la connexine 32 surtout. Alors la connexine 32 est surtout présente au niveau des cellules de Schwann. Les cellules de Schwann, comme on le sait, ce sont des cellules gliales qui entourent les fibres nerveuses, et leur fonction, c'est la protection et c'est la sécrétion de la gaine de myéline. C'est très important. Alors, la mutation de la connexine 32 des cellules de Schwann, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va en gros causer une dégénérescence de la gaine de myéline au niveau des fibres nerveuses périphériques. Alors ça c'est mal. Pourquoi c'est mal ? Parce que ça va causer une maladie très connue en ce moment, on va dire très à la mode, c'est la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot en France.
Alors la maladie de Charcot, c'est quoi? C'est une, comme je l'ai dit, c'est une dégénérescence, c'est une sclérose de la gaine de myéline au niveau des fibres nerveuses périphériques. Alors cliniquement, on aura des signes bien précis, on aura un syndrome pyramidal, c'est-à-dire une hémiparésie ou une parésie totale. On aura des signes de Babinski qu'on verra au troisième trimestre. On aura un syndrome bulbaire, c'est-à-dire des difficultés, par exemple au niveau de la respiration, au niveau de certains sens, au niveau de la perception, au niveau du toucher. On aura également des douleurs musculaires atroces, des crampes, et c'est d'ailleurs ce qui a inspiré, ce phénomène médiatique qu'on a vu aux alentours de 2013-2014, c'est le Ice Bucket Challenge, où on a vu des célébrités se jeter un seau d'eau glacé sur le corps. Et bien se jeter ce seau d'eau glacé là, c'est pour essayer de sentir la douleur que ressentent tous les jours les patients atteints de la maladie de Charcot ou de sclérose latérale amyotrophique. Et chaque vue sur YouTube de ce challenge là, chaque euro, chaque dollar qui a été récolté sera mis à profit pour les recherches pour un remède pour cette maladie. C'est une maladie très dure, et le pronostic vital est souvent engagé et la mort est forcément au bout du tunnel. Il n'y a pas de traitement. On a des traitements, disons, symptomatiques, on a des traitements pour atténuer la douleur, etc. Des soins palliatifs et tout ça, mais comme traitement pour la maladie de Charcot, ça n'existe pas. On aura aussi une mutation de la connexine 26 qui est présente au niveau de l'épithélium sensoriel auditif, au niveau de la cochlée, etc. Et là, sa mutation va causer une surdité. On va passer aux synapses chimiques qu'on connaît tous. Alors les caractéristiques d'une synapse chimique, on aura également les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles. Alors les caractéristiques morphologiques, c'est quoi? On aura présence de vésicules au niveau présynaptique. Alors c'est quoi une synapse chimique à la base? C'est celle qu'on a vue au lycée. C'est pour faire passer l'information d'un état électrique, un état chimique, vers un état électrique. Alors pour la faire passer d'un état électrique à un état chimique, on a besoin de quoi? On a besoin de médiateurs. Et ces médiateurs, quand ils sont synthétisés, ils sont enfermés dans des vésicules. Et bien ce sont ces vésicules qui seront libérées au niveau de la fente synaptique. Ouais, c'est ce que je disais, elles sont pleines de neurotransmetteurs. Alors on a au niveau postsynaptique des récepteurs. Ces récepteurs sont spécifiques aux neurotransmetteurs qui doivent être libérés. Donc oui, si on avait des récepteurs au niveau présynaptique, ok, mais ça ne sert à rien. On en a besoin au niveau postsynaptique pour pouvoir assurer la transmission de l'information. Alors par rapport à la synapse électrique, on a ici une fente synaptique beaucoup plus large pour permettre la diffusion du neurotransmetteur, du neurone pré, vers la cellule post. Pour les caractéristiques fonctionnelles, on va un petit peu décrire qu'est-ce qui se passe lors du passage de l'information. Alors on a quoi? On a, lorsqu'on stimule le neurone pré, qu'est-ce qui se passe? On aura l'apparition d'un potentiel d'action. Le potentiel d'action, ce que vous connaissez, c'est une dépolarisation membranaire codée par sa fréquence, non pas par son intensité, car oui, tous les potentiels d'action sont égaux en amplitude. Enfin, pour une cellule donnée, ils sont égaux en amplitude, leur forme ne change pas, leur amplitude ne change pas. Pour savoir qu'un potentiel d'action est plus puissant qu'un autre, ce sera la fréquence d'apparition des potentiels d'action et non pas leur amplitude qui va déterminer cette caractéristique. Alors lorsque ce potentiel d'action va se propager, il va à un moment donné arriver au bouton synaptique. Lorsqu'il y arrive, il va causer l'ouverture de ce qu'on appelle des canaux calciques voltage dépendants. Ces canaux calciques vont permettre l'entrée d'ions calcium. Ces ions calcium vont pousser les vésicules contenant des neurotransmetteurs vers la membrane. Tout ça va conduire à quoi? Ça va conduire à leur fusion grâce à des protéines qu'on citera plus tard, synaptotagmine, synaptobrévine, SNAP, protéines SNAR, etc. Ils vont fusionner à la membrane présynaptique et ils vont libérer leur contenu dans la fente synaptique. Alors là, les molécules, par exemple d'acétylcholine, elles vont se fixer sur leur récepteur. Cette fixation va engendrer l'ouverture de canaux sodiques cette fois-ci, mais qui sont ligands dépendants.
et qui sont donc à ouverture très très brève, quelques millisecondes je disais. Donc il y aura entrée de sodium dans la cellule postsynaptique et on assistera à l'apparition d'un potentiel postsynaptique ou d'un potentiel de plaque motrice. Là, l'information va continuer de se propager. Quand elle va se propager, on aura naissance, si le PP, si le potentiel postsynaptique est supraliminaire, on aura naissance d'un second potentiel d'action. Alors évidemment, les canaux calciques voltage dépendant qui ont été ouverts du côté présynaptique vont se refermer par gradient de pression, par gradient osmotique, et le calcium qui est rentré va pouvoir être il va être éliminé en dehors de la cellule, hein, grâce à un mécanisme actif. Je crois c'est une pompe Syn-Port calcium sodium. Et ben sinon, le neurotransmetteur ne va pas rester comme ça accolé à son récepteur. On va assister à sa dégradation, à sa lyse. Dans le cas d'acétylcholine, ce sera l'acétylcholine estérase qui va cliver l'acétylcholine en deux composés, l'acétyl-CoA d'une part et la choline d'autre part, qui sera réabsorbée par la cellule présynaptique pour pouvoir fabriquer d'autres neurotransmetteurs. Alors on va remettre tout ça en texte, hein. Alors on a arrivée du potentiel d'action, ouverture des canaux calciques et entrée du calcium, libération du neurotransmetteur par exocytose. Le phénomène d'exocytose vous le connaissez, on a vu ça en cytologie. La liaison à des récepteurs postsynaptiques, dépolarisation ou hyperpolarisation d'ailleurs de la membrane postsynaptique, parce que comme je disais, toutes les synapses ne sont pas excitatrices, il y en aura qui sont inhibitrices également. Et le délai synaptique dans ce cas est court. Alors ça c'est ce que j'ai dit précédemment, on a toujours besoin d'un mécanisme qui va faire cesser les effets du neurotransmetteur, et c'est évidemment le phénomène de lyse ou de dégradation du neurotransmetteur puis sa réabsorption par la cellule présynaptique. Alors, les propriétés des neurotransmetteurs. Alors ça, c'est à apprendre. Les neurotransmetteurs ont des propriétés spécifiques. On a quoi? On a la présence au niveau présynaptique. Alors, les neurotransmetteurs doivent être présents au niveau présynaptique. Si on est au niveau post, ok, mais ça ne sert à rien, vu que leur but à eux, c'est quoi? C'est de se fixer sur leur récepteur au niveau postsynaptique. Alors, s'ils sont déjà à l'intérieur de la cellule postsynaptique, bon, ça ne sert à rien. On en a besoin au niveau présynaptique. La libération doit être calcium dépendante. Alors ça c'est un phénomène de régulation de leur libération. Parce que bon, s'il n'y avait pas ce phénomène de libération calcium dépendante, on aura une libération, disons, anarchique. Alors là, la quantité de calcium qui va pénétrer dans la cellule par les canaux calciques voltage dépendants suite à l'arrivée du potentiel d'action va être elle va plutôt coder, elle va réguler la quantité de vésicules qui doivent être libérées. Alors ça, c'est un phénomène de régulation tant quantitatif, plutôt quantitatif, hein, du nombre de neurotransmetteurs qui doivent être libérés. On sait que le neurotransmetteur, bien évidemment, agit sur la membrane postsynaptique, non pas présynaptique, hein, ça ne sert strictement à rien, on doit faire passer l'information du neurone pré au neurone post, et s'il est excitateur, alors ça c'est important, si le neurotransmetteur est excitateur, il doit exercer des effets similaires, quasi identiques, à ceux produits par la stimulation présynaptique. Alors si vous stimulez une cellule à, disons, 10 millivolts, et que vous voulez que ça arrive au bout de la chaîne de neurones, disons, et ben vous avez besoin que ça y arrive avec la même intensité. Alors quoi? On dit que si le neurotransmetteur est excitateur, il doit transmettre fidèlement, quand je dis fidèlement, c'est-à-dire avec la même intensité, l'information ou l'influx nerveux, comme quand vous avez excité le neurone présynaptique. Alors c'est un petit peu confus comme principe, mais c'est intéressant à voir puisque le système nerveux central a besoin de fidélité de transmission, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir d'atténuation dans ce cas-là, comme au niveau de la synapse électrique. Et comme on a dit tout à l'heure, il existe forcément des mécanismes pour faire cesser son action. Alors les différents neurotransmetteurs, on a les neurotransmetteurs classiques,
l'acétylcholine. L'acétylcholine très très important au niveau du système nerveux périphérique et même au niveau du système nerveux central. Hein. On la retrouve notamment dans les mécanismes d'éveil qu'on verra au troisième trimestre. Et on la retrouve au niveau du système nerveux périphérique pour la plaque motrice. On a les monoamines très connus, l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, etc. On a également les acides aminés et dérivés, le GABA, la sérotonine, la mélatonine, tout ça. On a d'autres neurotransmetteurs, les neuropeptides comme, je sais pas, comme la substance P par exemple, c'est présent tout, au niveau du système nerveux central, mais également et surtout au niveau du système nerveux parasympathique. Disons que ce sont des alternatives. À l'acétylcholine et à l'adrénaline qui sont beaucoup plus spécifiques au système nerveux parasympathique, des alternatives qu'on retrouve au niveau du tube digestif surtout. On a le monoxyde d'azote qui va agir comme puissant vasodilatateur. Le monoxyde d'azote est très connu pour faire baisser la tension artérielle et pour les maladies cardiaques également. Il est prescrit comme médicament pour traitement curatif des maladies cardiovasculaires. Et le médicament le plus connu, c'est le Viagra, qui a également d'autres bienfaits, notamment pour l'impuissance et les troubles de l'érection. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre de dilater l'artère dorsale de la verge pour laisser passer beaucoup plus de sang et donc un petit peu pallier cette impuissance et ces troubles de l'érection. On va passer à la jonction neuromusculaire. Alors on va prendre la définition du cours. La jonction neuromusculaire désigne la zone de contact entre la terminaison nerveuse du motoneurone. Alors le motoneurone c'est quoi? C'est un neurone présent au niveau de la corde antérieure de la moelle épinière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller passer par la racine ventrale du nerf rachidien, puis passer dans le nerf rachidien, puis passer dans les nerfs périphériques, on connaît tous, nerf ulnaire, nerf radial, etc., pour aller se terminer sur le muscle à innerver. Donc, entre le motoneurone et la fibre musculaire qu'elle innerve, le contact se fait dans une région spécialisée de la membrane de la fibre musculaire appelée plaque motrice. Alors la plaque motrice, c'est ce qu'on voit ici. Alors on sait qu'un neurone ou qu'une fibre musculaire pourra aller innerver plusieurs sarcomères, plusieurs fibres musculaires, mais une fibre musculaire ne pourra être innervée que par un seul neurone. Ça c'est très important comme principe. Un neurone peut innerver plusieurs fibres musculaires, mais une seule fibre musculaire ne peut être innervée que par un seul neurone. Alors ici, on peut voir un petit peu la structure d'une jonction neuromusculaire. Alors on a quoi? On a une cellule ou un neurone présynaptique. Là, dans ce cas-là, comme on a dit, c'est toujours un neurone. Il contient quoi? Il contient bien sûr des vésicules. Il contient des vésicules synaptiques remplies de neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine. Il contient également des mitochondries. La fibre musculaire va contenir quoi? C'est un polynucléaire, hein, c'est un silicium. Elle va contenir des invaginations de sa membrane plasmique. Ces invaginations représentent notamment, représentent ce qu'on appelle l'appareil sous-neural de Couteau. Alors entre les deux, on a la fente synaptique qui est représentée par l'enchevêtrement des deux lames basales, du neurone présynaptique et de la fibre musculaire. Alors ouais, l'élément présynaptique, c'est la terminaison nerveuse du motoneurone, la plupart du temps alpha, ça peut être un motoneurone gamma, qui est mis en évidence notamment au niveau de la boucle gamma, du tonus musculaire, etc. La terminaison, ce qu'on appelle le bouton synaptique, elle contient des vésicules synaptiques remplies d'acétylcholine et des mitochondries. Alors la fente synaptique, on a dit qu'elle était occupée par les lames basales du neurone pré et de la cellule post, et elle est riche en acétylcholinestérase, c'est l'enzyme qui va permettre de faire cesser les effets du neurotransmetteur. Alors l'élément postsynaptique, c'est la membrane de la fibre musculaire, elle présente notamment des replis, et ces replis, c'est l'appareil sous-neural de Couteau. Alors ces replis, en haut des replis, on a les récepteurs à acétylcholine, et au fond des replis, on aura les canaux sodiques qui sont ligands dépendants.
Alors là, on sait qu'elle est riche en récepteurs à acétylcholine, c'est ce qui va permettre de transmettre l'influx nerveux, et il présente des canaux sodiques, ligands dépendants. Principe de fonctionnement. Alors les phénomènes présynaptiques. D'abord, la synthèse de l'acétylcholine. Elle se fait à partir de deux composants majeurs, l'acétyl-CoA, dont on connaît l'effet métabolique important pour le métabolisme du glucose ou des lipides, etc., mais également de la choline, et tout ça grâce à une enzyme présente au niveau présynaptique, c'est la choline acétyltransférase. Ensuite, son stockage, elle est stockée. Alors bon, les vésicules qui vont contenir l'acétylcholine seront synthétisées au niveau du soma de la cellule, du neurone présynaptique. Alors, c'est le mécanisme qu'on connaît tous, hein, réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, vésicule. Alors, ces vésicules vont voyager par transport antérograde, grâce au microtubule, hein, vers le bouton synaptique. Et plus ça voyage, plus ça va se remplir de neurotransmetteurs. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Alors, les vésicules seront regroupées en deux poules, en deux groupes. On a un pool de réserve et un pool prêt à être libéré. Alors, le pool prêt à être libéré, il faut voir ça un petit peu comme une équipe de foot. Le pool à être pré-libéré, c'est la sélection, c'est celle qui va aller sur le terrain. Et quand le pool prêt à être libéré sera vide, comme les joueurs seront vidés de leur énergie, on aura appel au remplaçant, c'est le pool de réserve. Ça se passe au cas où on aura une hyperstimulation, une overstimulation du neurone présynaptique, donc on aura toujours besoin de réserve de neurotransmetteurs pour ne pas rester à court. On continue pour les phénomènes présynaptiques, c'est l'exocytose, donc comme on le sait, elle est calcium dépendante, on a vu ça, entrée des ions calcium, fusion des vésicules, etc. Alors on va mettre en jeu plusieurs protéines, les protéines SNAR, la synaptotagmine membranaire, la synaptobrévine vésiculaire, la SNAP25, la syntaxine, tout ça on l'a vu en cytologie, enfin pour quelques-unes, et l'atteinte de certaines de ces molécules vont agir en faveur de l'apparition de pathologies. La sortie active des ions calcium, ça je l'ai dit, grâce à une pompe Symport Na+, KCA2+. Les phénomènes postsynaptiques, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On a la mise en évidence du potentiel de plaque motrice. Alors c'est quoi le potentiel de plaque motrice? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une fibre musculaire dans un liquide de Ringer. Le liquide de Ringer, c'est quoi? Ringer ou Ringer lactate. C'est un liquide physiologique. Quand on y met une cellule, elle reste... elle va rester active, elle va garder son action physiologique. Et de quoi il est composé? Il est composé surtout d'un mélange ionique ressemblant à celui du plasma. Lorsqu'on va stimuler cette fibre nerveuse, on aura l'apparition d'un potentiel diphasique local. Alors ce potentiel diphasique local, c'est l'équivalent du potentiel postsynaptique, du PPSE qu'on connaît tous et qu'on a vu au lycée. Et juste après, on aura apparition d'un potentiel d'action propagé. Alors c'est ce potentiel local qu'on va appeler potentiel de plaque motrice. C'est l'équivalent strict du PPSE. Alors ces caractéristiques sont évidemment qu'il est local, c'est-à-dire qu'il ne va pas se propager, qu'il est gradué, c'est-à-dire plus on va stimuler longtemps, enfin plus on va stimuler d'une grande amplitude, plus l'amplitude de ce ppm va être grande, et qu'il est toujours supraliminaire. Alors ça va disons permettre la fidélité et l'assurance que la contraction aura bien lieu. Les mécanismes ioniques sont simples, c'est exactement la même chose, on aura arrivée du potentiel d'action, ouverture des canaux calciques voltage dépendant, entrée du calcium, fusion des vésicules vers la membrane, sécrétion d'acétylcholine, l'acétylcholine va se fixer sur les récepteurs, ces récepteurs vont engendrer l'ouverture. Alors oui, il faut évidemment que deux molécules d'acétylcholine se lient aux récepteurs pour pouvoir engendrer l'ouverture des canaux sodiques ligand dépendants. Lorsqu'il y a ouverture des canaux sodiques ligand dépendants, on aura dépolarisation de la membrane de la fibre musculaire, on aura apparition du BPM, du potentiel de plaque motrice. Ce potentiel de plaque motrice étant toujours supraliminaire, on aura contraction du muscle. Voilà quoi. On va rajouter quelques notions, c'est le potentiel de plaque motrice miniature. Alors c'est simple. Le potentiel de plaque motrice miniature, c'est en fait c'est le potentiel de plaque motrice engendré par l'exocytose d'une seule
vésicule contenant de l'acétylcholine. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que lorsqu'on injectait le contenu d'une seule vésicule, on avait un petit potentiel. Ce potentiel de plaque motrice miniature. Et lorsqu'on voit à l'état physiologique le potentiel de plaque motrice générale qu'on connaît tous, et ben ce sera forcément un multiple du potentiel de plaque motrice miniature. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la libération d'acétylcholine ou de vésicule obéit à la règle des quantas. La règle des quantas, c'est quoi? C'est qu'on aura toujours un nombre naturel, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois, 10 fois, 100 fois, un nombre naturel, un multiple naturel de vésicules d'acétylcholine qui seront libérées. Alors c'est le potentiel de plaque motrice miniature, ce sera le potentiel généré par la libération d'une seule vésicule d'acétylcholine. On a également la notion de courant unitaire, ça c'est beaucoup plus simple, c'est en fait le potentiel engendré par l'ouverture d'un seul canal sodique ligand dépendant. Juste après ça, on va faire un petit peu de pathologie, on aura 3 qu'on va étudier, on aura le syndrome de Lambert-Eaton, on aura la myasthénie et le botulisme.